Dans les Pyrénées centrales, au cœur du département des Hautes-Pyrénées, la vallée d'Aure descend en une longue entaille verdoyante, bordée de crêtes granitiques qui s'élèvent brutalement vers le ciel, souvent voilées par des nuages bas qui s'accrochent au sommet comme une couverture humide et froide. Les villages y sont rares, accrochés aux pentes, avec leurs toits d'ardoise luisant sous la pluie fréquente, et l'air porte toujours cette odeur caractéristique de terre mouillée, de résine de pin et de mousse ancienne qui imprègne tout. C'est dans ce décor austère et magnifique que, en juillet 2014, 5 jeunes adultes originaires de la région toulousaine décidèrent de partir pour une randonnée de plusieurs jours dans la réserve naturelle du Néouviel. Lucas, 22 ans, était le plus passionné d'entre eux. Étudiant en géologie à l'université, il passait ses week-ends à explorer les massifs pyrénéens, fasciné par la façon dont les glaciers quaternaires avaient sculpté ces roches roses et grises, laissant derrière eux des lacs d'un bleu profond et des vallées suspendues. Il avait convaincu ses amis de l'accompagner pour une boucle ambitieuse. Partir du lac d'Orédon, monter vers les hauts plateaux, bivouaquer près des lacs d'altitude et redescendre par des itinéraires moins balisés pour goûter à l'aventure véritable. Antoine, son ami d'enfance, 24 ans, était le plus robuste du groupe, un garçon solide qui travaillait comme mécanicien à Toulouse, habitué aux efforts physiques, avec ce tempérament calme qui rassurait tout le monde en cas de difficulté. Sophie, sa compagne depuis 2 ans, 23 ans, apportait une légèreté indispensable. Elle étudiait les sciences de l'éducation et avait cette capacité à détendre l'atmosphère avec un rire franc, même quand la fatigue pesait. Julien, 25 ans, était le plus expérimenté en montagne. Il avait déjà parcouru le GR10 d'est en ouest et connaissait les caprices de la météo pyrénéenne, ces changements brusques qui peuvent transformer une journée ensoleillée en un cauchemar de brouillard et de pluie. Enfin, Émilie, 21 ans, la plus jeune, amie commune du groupe, passionnée de photographie, emportait toujours son appareil réflexe pour capturer les lumières rasantes sur les crêtes ou les reflets dans les lacs. Ses yeux verts pétillants d'enthousiasme à l'idée de ces paysages préservés. Le 15 juillet 2014, la météo annoncée était favorable. Un anticyclone stable sur le sud-ouest de la France, avec des températures diurnes autour de 25 degrés en vallée et des nuits fraîches en altitude, autour de 8 à 10 degrés au-dessus de 2000 mètres. Ils arrivèrent au parking du lac d'Orédon vers 8h45, un endroit animé en cette saison, avec le bruit des portières qui claquent, l'odeur du café des thermos et le clapotis régulier de l'eau contre les berges du lac artificiel. Le vent descendait déjà des hauteurs, léger mais constant, portant avec lui cette fraîcheur qui réveille l'essence et fait frissonner la peau sous les vêtements techniques. Ils chargèrent leurs sacs, 45 litres pour les hommes, un peu moins pour les femmes, remplis de tentes ultra légères en silicone, de duvets en duvet synthétique rated à 5 degrés, de réchaud MSR, de cartes IGN Top 25 série bleue, de frontales Petzl, de vêtements de rechange en mérinos et de vivres lyophilisés pour 5 jours, complétés par des barres énergétiques et des fruits secs. Lucas vérifia une dernière fois les prévisions sur son téléphone portable avant de perdre le réseau. Pas de pluie prévue avant la fin de semaine, vent modéré du sud-ouest. Ils démarrèrent à 9h20, le sentier large et bien marqué au début, serpentant à travers une forêt de pins à crochets où les aiguilles craquaient doucement sous les semelles des chaussures de randonnée, libérant une odeur intense de résine chauffée par le soleil qui filtrait à travers les branches. Les conversations étaient joyeuses, entrecoupées de silences où l'on n'entendait que le souffle régulier des marcheurs et le chant distant d'un oiseau dans les hauteurs. Antoine portait le sac le plus lourd, avec la tente commune, et il plaisantait sur le poids qui tirait déjà sur ses épaules, cette sensation familière de courroie qui mord de la peau à travers le tissu. Sophie marchait à ses côtés,
commentant les fleurs sauvages qui bordaient le chemin, gentianes bleues, rhododendrons aux pétales roses, et ces tapis d'herbes rases qui amortissaient les pas. Julien, en queue de groupe, veillait à ce que personne ne s'éloigne trop, son pas assuré et rythmé. Émilie s'arrêtait parfois pour photographier un détail, la texture rugueuse de l'écorce d'un pin, la façon dont la lumière jouait sur une cascade invisible mais audible au loin, ce murmure constant de l'eau qui descend des névés. La première montée fut progressive, un dénivelé de 400 mètres sur 3 kilomètres, et déjà, vers 11 heures, la sueur perlait sur les fronts, imprégnant les vêtements d'une humidité salée qui collait à la peau. Le vent s'était levé un peu plus, rafraîchissant les visages rougis par l'effort, et l'air devenait plus pur, chargé de cette odeur minérale des rochers exposés. Ils firent une pause à mi-chemin, assis sur un promontoire rocheux qui offrait une vue sur le lac d'Orédon en contrebas, maintenant minuscule, entouré de voitures comme des jouets. Lucas sortit sa boussole et sa carte, expliquant la géologie locale. Ces granites du Néouviel, formés il y a 300 millions d'années, érodés par les glaciers qui ont laissé ces moraines et ces blocs erratiques. La fatigue était encore légère, juste une chaleur dans les mollets et une soif qui montait, vite étanchée par l'eau des gourdes au goût légèrement plastique. Ils repartirent, atteignant le lac d'Aubert vers 12h30, à 2150 mètres d'altitude. Le paysage s'ouvrait brutalement. L'eau d'un bleu intense, presque opaque sous le soleil de midi, bordée de prairies alpines où paissaient parfois des isards au loin, leurs silhouettes graciles se découpant sur les pentes. Le froid émanait du lac, contrastant avec la chaleur du soleil qui tapait sur les nuques, et le vent portait maintenant des rafales plus marquées, faisant frissonner l'eau en petites vaguelettes qui clapotaient contre les rochers polis. Ils s'installèrent pour déjeuner. Sandwich au jambon de pays, fromage des Pyrénées, et fruits frais qui semblaient un luxe en montagne. Les sons étaient amplifiés dans ce silence relatif. Le craquement des emballages, les rires étouffés, le cri occasionnel d'un rapace qui tournoyait haut au-dessus, invisible mais présent. Sophie massa son genou droit, une vieille douleur qui revenait avec l'effort, mais elle minimisa, ne voulant pas inquiéter le groupe. Émilie photographia tout, les reflets des pics dans l'eau, les visages fatigués mais heureux de ses amis, la texture granuleuse des rochers couverts de lichen orange et gris. Vers 13h45, ils reprirent la marche, le sentier maintenant plus raide, alternant entre des marches taillées dans la roche et des pierriers où les cailloux roulaient sous les pieds, produisant ce bruit sec et traître qui oblige à la prudence. Le dénivelé s'accentuait, 300 mètres supplémentaires sur 2 kilomètres, et la respiration devenait plus courte, le cœur battant plus fort dans la poitrine. Le soleil chauffait les rochers, libérant une odeur chaude de pierre, mais le vent, plus froid en altitude, s'infiltrait sous les vêtements, créant cette sensation contradictoire de chaleur et de fraîcheur. Lucas marchait en tête, consultant régulièrement sa montre altimètre, notant les heures et les progressions. Antoine fermait la marche avec Julien, discutant des itinéraires possibles pour le bivouac. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir bien plus tard, en analysant les métadonnées des photos prises par Émilie et Julien, c'est que déjà, à ce stade, le groupe avait légèrement dévié du sentier principal, attiré par un raccourci qui semblait promettre une vue plus directe sur le lac d'Omar. À 15h20, ils atteignirent un col à 2480 mètres, où le paysage explosa en une panorama vertigineuse. Une succession de lacs en escalier, des crêtes acérées comme des lames, et un horizon infini de sommets enneigés, même en été. Le vent y était plus violent, sifflant entre les rochers, fouettant les visages et faisant larmoyer les yeux, portant avec lui une odeur pure,
presque métallique, de neige lointaine. La fatigue se faisait sentir maintenant plus profondément. Les épaules endolories par les sacs, les pieds qui commençaient à chauffer dans les chaussures, malgré les chaussettes techniques. Cette lourdeur dans les jambes qui rend chaque pas un peu plus conscient. Julien proposa alors de quitter le sentier balisé pour une variante hors piste, vers un lac plus reculé, le lac de Bastan supérieur, en contournant un éboulis pour gagner du temps et éviter la foule relative des sentiers principaux. Lucas hésita, déployant la carte sur un rocher plat, notant les courbes de niveau serrées, les zones marquées en pointillés comme terrain délicat, avec des risques de blocs instables et de névés résiduels. Mais l'excitation l'emporta. Il voulait cette immersion totale, loin des groupes organisés. Ils descendirent donc dans une combe ombragée, où la température chuta de plusieurs degrés d'un seul coup. L'air plus humide, chargé de l'odeur de tourbe et de mousse, gorgée d'eau, qui amortissait les pas comme un tapis spongieux. Le brouillard commençait à monter des vallées inférieures, un voile laiteux qui effaçait progressivement les repères lointains, atténuant les sons et créant une sensation d'isolement croissant. Les rochers étaient couverts d'une fine couche de lichen glissante, et chaque pas demandait une attention accrue, les mains cherchant parfois une prise sur la pierre froide et rugueuse. La sueur de la montée séchait maintenant, laissant une sensation collante et froide sur la peau, et le vent s'infiltrait par les cols des vestes, mordant le cou. Sophie trébucha sur une racine cachée, se rattrapant de justesse, le cœur battant d'une peur brève mais intense. Émilie sentait une confusion légère s'installer, cette fatigue mentale où les distances semblent s'étirer, où le temps perd de sa linéarité. Vers 16h50, le brouillard s'était épaissi, réduisant la visibilité à une quarantaine de mètres, puis 30, puis 20. Le sol devenait traître, alternance de blocs humides où les chaussures glissaient, de plaques herbeuses trempées qui cédaient sous le poids, et de névés durs qui craquaient sinistrement. Le froid était maintenant palpable, descendant sous les 10 degrés, et l'humidité du brouillard imprégnait les vêtements, alourdissant les sacs. Lucas tentait de guider avec sa boussole, mais les repères manquaient, et les voix du groupe se faisaient plus tendues, portant à peine à travers le voile blanc. Antoine proposa de s'arrêter pour consulter la carte, à l'abri d'un rocher, mais Julien insista pour avancer encore un peu, convaincu que le lac était proche. Rien n'allait préparer l'équipe à ce qui allait suivre. À 17h40, Émilie glissa sur une plaque de neige verglacée, sa cheville se tordant violemment dans un craquement audible. Une douleur fulgurante qui la fit crier et s'effondrer, le souffle coupé. Le groupe se regroupa autour d'elle dans ce cercle restreint au milieu du brouillard. L'odeur de la neige fondante se mêlant à celle de la peur qui montait comme une vague. La cheville gonflait déjà, la peau tendue et chaude sous le tissu de la chaussette, et chaque mouvement envoyait des éclairs de douleur dans la jambe. Ils décidèrent de monter les tentes sur place, cherchant un terrain à peu près plat parmi les rochers, le vent hurlant maintenant en rafales, qui faisait claquer la toile nylon avant même qu'elle ne soit tendue. Les doigts engourdis par le froid peinaient à fixer les arceaux, à enfoncer les sardines dans le sol dur, et la condensation commençait déjà à perler à l'intérieur, goûtant froidement sur les visages. Il était 18h30 quand ils s'entassèrent enfin dans les 2 tentes, partageant la chaleur corporelle dans l'espace confiné où l'odeur de transpiration et de tissu humide dominait. Dehors, le brouillard absorbait tous les sons, ne laissant que le gémissement continu du vent et le battement occasionnel de la pluie fine qui commençait à tomber, tambourinant doucement sur la toile. Antoine tenta plusieurs fois d'appeler avec son téléphone, montant sur un rocher pour chercher du réseau. Mais rien. Les zones blanches étaient courantes dans ces combes profondes des Pyrénées, où les reliefs bloquent les ondes. La faim se faisait sentir après la journée, un creux douloureux au ventre, mais ils se contentèrent de barres énergétiques et d'un peu d'eau, rationnant déjà instinctivement.
La douleur d'Émilie pulsait en rythme avec son cœur, amplifiée par le froid qui s'infiltrait partout, malgré les duvets. Le sommeil vint par bribes, entrecoupé de frissons et de réveils brusques où l'on écoutait le vent, ce compagnon incessant et menaçant. Le 16 juillet, à l'aube vers 6h15, le brouillard était toujours là, plus dense encore, avec une température proche de 4 degrés et une humidité qui transperçait les os. Ils émergèrent raidis, les muscles endoloris par la nuit sur le sol inégal, les visages pâles et marqués par le manque de repos. L'air était chargé d'une odeur froide de terre mouillée et de neige, et le silence était oppressant, seulement brisé par le goutte à goutte de la condensation des tentes. La désorientation était totale. Aucun pic visible, aucun lac. Juste ce gris uniforme qui désorientait l'esprit, faisant douter de la pente, de la direction. Lucas proposa de descendre en suivant la ligne de plus grande pente, espérant rejoindre une vallée ou un sentier. Mais le terrain était périlleux, avec des barres rocheuses invisibles et des névés qui cachaient des trous profonds. Ils attachèrent une corde entre eux, une ligne de vie improvisée de 20 mètres, et avancèrent lentement, les pas prudents, sondant le sol avec les bâtons de marche. La matinée fut épuisante. Chaque mètre gagné demandait une concentration extrême, les jambes tremblantes de fatigue, la peur constante de glisser ou de tomber dans un vide caché. Le froid mordait les extrémités, engourdissant les doigts malgré les gants, et la pluie fine continuait, transformant le brouillard en une bruine pénétrante qui trempait tout. Vers 10h, alors qu'il progressait à l'aveugle, Lucas, en tête de cordée, disparut soudain. Un cri bref, étouffé, puis le silence. La corde se tendit brutalement, arrachant Antoine en avant, et le groupe s'immobilisa, appelant frénétiquement dans le vide blanc. Ce détail allait tout changer. Antoine avança prudemment le long de la corde, les mains glacées agrippées au nylon mouillé, jusqu'à découvrir la barre rocheuse masquée par la neige. Une chute de 8 mètres dans une fissure étroite. Lucas gisait en bas, inconscient, la jambe droite tordue à un angle impossible, une plaie au front saignant lentement sur la roche froide. Descendre fut un calvaire. Ils fixèrent la corde à un bloc solide, descendant un par un dans l'étroitesse humide où l'air était plus froid encore, chargé d'une odeur minérale de pierre et de sang. Lucas respirait faiblement, son corps déjà en train de se refroidir, les lèvres bleues d'hypothermie naissante. Ils l'installèrent tant bien que mal dans la tente la plus grande, le couvrant de tous les duvets, frottant ses membres pour stimuler la circulation. Mais le froid prolongé et le choc avaient fait leur œuvre. La confusion régnait. Dispute sur la marche à suivre, voix tremblante de peur et d'épuisement. Le téléphone ne captait toujours pas, et les tentatives de signaux avec le sifflet se perdaient dans le brouillard. La faim grandissait, une douleur sourde et constante, et la soif paradoxale s'installait, malgré la neige fondue qu'ils suçaient pour s'hydrater, laissant un goût froid et minéral sur la langue sèche. Les heures s'écoulèrent dans une immobilité forcée, le groupe veillant Lucas à tour de rôle, écoutant sa respiration rauque qui ralentissait progressivement. La pluie s'intensifia en fin d'après-midi, un crépitement incessant sur la toile, et le vent hurlait plus fort, faisant vibrer les arceaux. La température chutait à 2 degrés, et l'hypothermie collective menaçait. Frissons incontrôlables, confusion mentale où les mots se mélangeaient, décision hésitante. Lucas ne reprit pas connaissance. Vers 22h, son pouls s'arrêta, son corps enfin immobile dans le silence relatif de la tente. Le choc fut immense, un vide soudain qui laissa le groupe hébété, les larmes coulant chaudes sur les visages froids. Les jours suivants furent une lente dérive. Ils enterrèrent Lucas sous un cairn de pierre, un geste mécanique et déchirant dans le brouillard persistant, les mains écorchées par les rochers pointus, le dos courbé par la fatigue et le chagrin.
La météo ne s'améliorait pas. Pluie intermittente, vent froid, visibilité nulle. Les réserves diminuaient rapidement, la faim devenant une obsession, cette brûlure constante qui affaiblissait les muscles et embrumait l'esprit. Julien décida, le 19 juillet, de partir seul chercher de l'aide, emportant le minimum, promettant de revenir avec des secours. Il disparut dans le brouillard, corps jamais retrouvé, probablement victime d'une chute ou de l'épuisement, dans une zone de barre rocheuse. Restés à trois, Antoine, Sophie et Émilie s'affaiblirent vite. La cheville d'Émilie, infectée malgré les soins rudimentaires, pulsait d'une douleur lancinante. Et la malnutrition s'installait. Vertige, tremblement, peau pâle et froide. Sophie céda la première, le 22 juillet, son corps recroquevillé dans le duvet, le souffle s'arrêtant doucement dans la nuit froide. Émilie suivit 2 jours plus tard, sa faible constitution ne résistant pas au froid et à la faim. Antoine, seul désormais, traîna leur corps dans une petite dépression abritée, les couvrant de pierres pour les protéger des animaux, renards, vautours, dont on entendait parfois les cris lointains. Ce qui suivit fut une survie solitaire, lente et impitoyable. Antoine erra d'abord, désorienté, le brouillard cédant parfois à des éclaircies qui révélaient des paysages hostiles, crêtes infinies, combes profondes. Il trouva par chance une cabane de berger abandonnée à environ 2200 mètres, une construction en pierre sèche avec un toit de lauze encore étanche, un sol en terre battue et un foyer noirci par les feux anciens. Il y installa les restes de ses amis, un ultime geste de respect dans sa solitude grandissante. Les premiers mois furent les plus durs. Faim atroce qui le faisait trembler des heures. Recherche de baies, myrtilles abondantes en août, puis érelles, de racines, d'eau des sources qui coulaient claires mais froides. L'hiver arriva vite en altitude. Les premières neiges en octobre, des températures descendant à -10, -15 degrés la nuit. Le vent s'infiltrant par les interstices qu'il boucha avec de la mousse et des tissus récupérés. Les saisons se succédèrent dans une routine de survie. Printemps avec les premières pousses comestibles. Été pour se déplacer plus loin à la recherche de nourriture. Automne pour ramasser du bois. Hiver pour se terrer, le corps emmitouflé dans des peaux de moutons sauvages trouvés ou des vêtements usés. La dégradation physique fut progressive. Perte de poids jusqu'à une maigreur squelettique. Gelure aux extrémités laissant des cicatrices noires. Dents qui se déchaussaient par manque de calcium. Articulations enflées par le froid constant. Mentalement, la solitude pesa plus lourd encore. Perte de repères temporels. Jours qui se confondaient. Dialogues intérieurs avec les absents. Peur paranoïaque des bruits humains. Rares randonneurs qu'il évitait, se cachant dans les ombres des rochers. Convaincu dans sa délusion que le monde l'avait oublié. Ou pire. Pendant ce temps, les recherches officielles avaient été lancées, dès le 21 juillet 2014, quand les familles, inquiètes du non-retour, alertèrent la gendarmerie de Saint-Lary-Soulan. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, de Tarbes, et la CRS montagne de Lannemezan mobilisèrent. Immédiatement, hélicoptère Chouka 65 survolant les zones avec caméra thermique, équipe cynophile avec chien Saint-Hubert pisteur, battu au sol, sur des grilles quadrillées couvrant le secteur du Néouviel, du lac d'Orédon au pic du Midi de Bigorre. Les protocoles étaient stricts. Périmètre initial autour du parking, élargissement progressif en fonction des probabilités. Sentiers balisés, puis hors piste. Utilisation de témoins, comme les gardiens de refuge, pour recueillir d'éventuels sightings. Des objets furent retrouvés dès les premiers jours. Un bâton de marche brisé, près du lac d'Omar. Un sac à dos éventré plus bas, contenu éparpillé par les animaux.
mais les corps restaient introuvables, engloutis dans les combes inaccessibles ou sous les névés. Les recherches s'intensifièrent en août, avec des moyens aériens renforcés, drones naissants testés pour les zones aveugles. Mais la topographie pyrénéenne jouait contre. Relief chaotique, forêt dense de pins, éboulis instables, météo capricieuse qui clouait souvent les hélicos au sol. Les hypothèses évoluèrent. Accident collectif par désorientation et hypothermie. Chute dans une barre rocheuse. Immersion dans un lac. Des analyses médicales furent modélisées. En cas d'immobilisation dans le brouillard à 5 degrés avec vêtements humides, l'hypothermie fatale survient en quelques heures pour des sujets non préparés. Psychologiquement, les experts soulignèrent le risque de panique décisionnelle, de division du groupe. Les recherches s'espacèrent après 2015, devenant saisonnières, avec des volontaires, les familles refusant d'abandonner. 10 ans passèrent ainsi, les Pyrénées gardant leur secret dans le vent incessant, la pluie qui efface les traces, la neige qui recouvre tout. Puis, le 12 septembre 2024, un groupe de topographes du Parc national des Pyrénées, en mission de relever dans une zone reculée près du lac de Bastan, entendit un bruit humain. Un grognement rauque, presque animal. Ils découvrirent Antoine, errant près de la cabane, méfiant comme une bête sauvage, barbe et cheveux longs emmêlés, corps émacié vêtu de lambeaux, yeux enfoncés, dans un visage tanné par les éléments. Il recula d'abord, murmurant des mots incohérents, mais la vue des uniformes le fit s'effondrer, épuisé. L'évacuation fut délicate. Héliportage vers l'hôpital de Tarbes, où les examens révélèrent une malnutrition extrême, albuminémie basse, carences multiples, séquelles d'hypothermie répétée avec neuropathie périphérique, troubles psychologiques profonds, TSPT complexe avec dissociation, amnésie partielle, delusion de persécution. Son récit émergea lentement, fragmenté au début, puis plus structuré avec les thérapies. La chute de Lucas, les morts successives, la cabane, les années de solitude. Les enquêteurs du PGHM retournèrent sur site, retrouvant les restes dans la cabane, confirmés par ADN. Lucas, Sophie, Émilie, et des indices sur Julien non loin. Les conséquences furent lourdes. Médiatisation contenue pour protéger les familles, débat sur l'amélioration des protocoles, balisage renforcé, application de géolocalisation satellitaire comme les balises SPOT obligatoires dans certaines zones, sur les limites humaines face à la montagne. Pour les proches, une closure douloureuse, un deuil renouvelé après 10 ans d'espoir ténu. Antoine, réintégré progressivement dans la société, porte encore les marques invisibles. Cauchemar de froid et de vent, regard perdu vers les crêtes quand il passe près des Pyrénées, une voix rauque qui raconte parfois, dans les rares entretiens, cette décennie volée au silence des hauteurs. Les Pyrénées, indifférentes, continuent leur cycle éternel. Vent qui fouette les sommets, pluie qui nourrit les mousses, neige qui efface les pas. Elles rappellent, dans leur beauté austère, que l'homme n'est qu'un passant fragile, et que parfois, un seul survivant émerge des ombres pour témoigner de la lutte, brisé, transformé, mais vivant, portant en lui le poids sombre des secrets enfouis dans la pierre et le brouillard.